Cette vidéo est la suite de la première vidéo enquête sur Pierre Chaillot. Je vous conseille de voir la première vidéo en premier, sans quoi cette deuxième vidéo orientera votre vision. Contexte. Nous sommes le 3 janvier 2024. L'enquête sur Chaillot est sur le point de se clore. J'ai déjà un avis tranché et une conclusion solide, assez du moins pour regarder le travail effectué par mes compères. Et en voulant regarder le format live de la tronche en biais sur Chaillot, je constate aussi que ce dernier a fait une réponse. Soit, après tout cela va me permettre de pouvoir avoir la réponse du principal intéressé, et donc de corriger des erreurs que j'aurais pu dire. La première partie de la vidéo, vous vous en doutez, sera donc consacrée à cette vidéo réponse. Concernant la deuxième partie, c'est au cours du montage, en cherchant une illustration, que je suis tombé sur une vidéo de Chaillot nous expliquant que l'on ne devrait pas sanctionner ceux disant des trucs contraires à la science, car cette dernière évolue. Vous vous en doutez encore une fois, la deuxième partie sera donc consacrée à cette vidéo. Sinon je suis totalement hors sujet, et ça serait complètement débile pour une intro. Au passage, je tiens aussi à souligner que j'ai regroupé deux vidéos en une, afin qu'on ne m'accuse pas de vouloir harceler Chaillot. J'en profite aussi pour rappeler que je condamne tout harcèlement ou toute insulte. On ne juge ici pas la personne, mais la méthode employée. Si je me devais de vous résumer la vidéo réponse de Chaillot, je commencerai par l'éléphant au milieu du couloir. Le premier truc qui m'a choqué, c'est vide. Lorsque je dis que c'est vide, il faut partir de mes attentes. Je m'attendais à une réponse structurée, point par point, preuve et explication à l'appui. Mes attentes sont donc importantes, mais aussi légitimes. Car après tout, on m'a présenté Chaillot comme extrêmement fiable et rigoureux. À la place, cette vidéo réponse, elle répond 25% du temps. On pourrait supprimer legit 18 minutes de la vidéo sans rien perdre d'intéressant. En fait, le pire, c'est même qu'on gagnerait en sérieux, car 25% du temps de la vidéo est dédié à se moquer des contradicteurs. Il passe autant de temps à répondre qu'à discréditer. En effet, Chaillot passe 7 minutes à se moquer assez ouvertement de ses contradicteurs. Cela est embêtant car ça peut orienter son public. En les ridiculisant et en ne parlant pas de faits, il esquive une bonne partie des arguments des fact-checkers. C'est cela qui, pour moi, quelqu'un qui cherche des informations, donne une impression de vide. Hélas, j'aurais pu voir le coup venir dès les 40 premières secondes de la vidéo. En effet, à l'instar des extraits de la vidéo enquête, Chaillot va se plaindre de la critique des fact-checkers dans son introduction. Il commence par dire que l'on s'attaque à son travail, ce qui est tout à fait vrai. Jusque-là, on est d'accord. Il en conclut que c'est bien, car c'est la preuve qu'il dérange. On est un peu moins d'accord là-dessus, car ça peut aussi vouloir dire que ses travaux sont de mauvaise qualité, avant de revenir sur ses dires en opérant un glissement. Ce ne sont pas ses travaux qui sont attaqués, mais bel et bien lui-même, car le titre est « Pierre Chaillot débunké ». Donc il affirme avec pour seule preuve un abus de langage et sans pouvoir prouver ses dires via des extraits vidéo. Simplement car à aucun moment du format live, Chaillot n'est attaqué directement. Mais il finit par conclure que si on l'attaque personnellement, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un l'écoute. En bref, il est censuré. Ce 23 novembre, la chaîne La Tronche en Biais a sorti une vidéo s'intitulant « Faire mentir les chiffres, Pierre Chaillot débunké ». C'est une attaque contre mon travail, ça veut dire qu'il dérange, et c'est déjà pas mal. Pour être un peu plus précis, on peut voir qu'il ne s'agit pas de débunker mon travail, mais c'est carrément Pierre Chaillot qui est débunké. Débunker, c'est un anglicisme qui veut dire démenti, et donc là, si c'est Pierre Chaillot qui est démenti, on se demande même si j'existe. C'est donc bien évidemment une attaque ad personam. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a des points précis sur lesquels il faudrait discuter, il faudrait débattre, mais bien de dire qu'il ne faut jamais m'écouter. On retrouve donc le travail habituel des fact-checkers qui se contentent de prendre une tête, de mettre debunk dessus faux, de façon à discréditer la personne. Dès lors que l'on n'a pas accepté le fait qu'il l'était attaqué, cette conclusion ne va pas de soi. Pourquoi vous en parlez même, me direz-vous? Eh bien, simplement car cela se fait durant la première minute de la vidéo. En moins d'une minute, apparaît déjà le récit du « les méchants fact-checkers veulent me faire taire », orientant ainsi tous ceux regardant la vidéo. Ajoutez à cela des moqueries et il est difficile de prendre ses contradicteurs au sérieux. Si Chaillot emploie des arguments moisis, le regard déjà orienté des spectateurs conclura difficilement que Chaillot n'est pas la victime de méchants fact-checkers. Et ces arguments finiront donc par être acceptés. Et justement, les arguments, parlons-en.
Chaillot ne brille pas particulièrement par ses arguments, y compris dans les 25% de réponses. On y viendra juste après. L'un des arguments qui semble mieux avoir fonctionné si j'en crois les commentaires, c'est le fait de dire que puisque Durand n'a pas lu le livre, il peut pas le critiquer. Le souci de cet argument, c'est que ce sont les deux invités, ceux qui produisent réellement la critique, qui ont lu le livre. Avant de vous laisser analyser, je vais faire un résumé du bouquin, que j'ai pas lu mais que j'ai parcouru. Donc là, le mec avoue qu'il va faire une émission d'1 heure sur mon bouquin qu'il n'a pas lu. Harry Coutts, qui est consultant en innovation et marketing. Harry Coutts, c'est un type qui est nuit et jour sur Twitter, et il tweet tout le temps. Le pire du pire étant qu'il se prétend avoir des compétences en statistique, et qu'une fois il a voulu me convaincre qu'il y avait une hécatombe en 2020, puisqu'il y avait plus de morts en moyenne sur 13 mois de janvier à janvier, qu'en moyenne sur 12 mois d'habitude. Or, il est tout à fait normal qu'en moyenne, il y ait plus de morts sur 13 mois entre janvier et janvier, puisque janvier est précisément l'un des mois les plus mortels de l'année. Donc si on met 2 mois de janvier dans le calcul, ça fait beaucoup plus de morts que si on en met qu'un seul. Et alors, dire que l'un d'entre eux s'est déjà trompé par le passé, ça nous renseigne pas sur grand chose, à part qu'il s'est déjà trompé, comme tout le monde. Quand je conclus que Chaillot n'est pas fiable, je le fais sur un ensemble d'indices. Je ne me contente pas que d'une seule affirmation erronée. Sinon ma méthode serait un peu pourrie, excusez-moi de vous le dire. Je constate plusieurs erreurs. Je regarde le point commun à toutes ces erreurs, permettant d'extraire une partie de sa méthode. Bref, c'est pas la question. Lorsqu'il répond aux arguments de ses contradicteurs, il s'en sort pas forcément mieux. Prenons l'exemple de l'argument du « alors il y a peu de cas car on a pris des mesures afin de limiter le nombre de cas ». C'est une réponse assez courante que l'on peut lui asséner. Chaillot ne semble tout simplement pas comprendre ce qu'on lui dit. Il dit, voyez, en fait, les patients Covid, ça représente pas beaucoup de patients à l'hôpital. Donc ça n'a pas saturé l'hôpital. Mais en fait, il oublie de réfléchir en termes de jours d'hospitalisation. Bon alors là, il nous explique qu'on a saturation de l'hôpital à cause du Covid parce que on a un petit peu de Covid. Donc c'est un petit peu de Covid qui sature complètement l'hôpital. Et puis on a un hôpital complètement saturé parce que on a confiné. Donc grâce au confinement, on a un hôpital saturé. Et quand il comprend, on peut souvent trouver un contre-argument, et ce, assez facilement en fait. Par exemple, concernant la saturation hospitalière. La réponse est tout à fait correcte. Mais on peut objecter le fait qu'il ignore les 19% d'utilisation journalière de lits en réanimation par des cas Covid. On l'avait vu dans ma première partie, et encore une fois, n'oublions pas que des mesures ont été prises afin de limiter l'afflux de patients Covid. Sa réponse ici n'est donc pas suffisante. En conclusion, cette vidéo, censée me servir dans mon enquête à décharge, confirme totalement ce que je craignais sur la méthode employée par Chaillot. Le plus visible ici, c'est l'immunisation à la critique via le récit présent dès le début et les moqueries par la suite. C'est très difficile de prendre au sérieux ses contradicteurs quand il en parle comme ça. Rien que le LOL sur la miniature annonce sa couleur. Passons à la deuxième vidéo. Comme dit en introduction, pour Chaillot, il ne faudrait pas sanctionner ceux tenant des propos contraires à la science, car les connaissances scientifiques peuvent évoluer. C'est ce que j'appelle le relativisme de tout ce beau. Outre les questions dépendant de votre opinion, une question majeure se pose. Est-ce que les affirmations non scientifiques sont aussi pertinentes que les affirmations scientifiques? Pour vous expliquer tout cela de manière un peu plus simple, prenons l'exemple d'un jeu. Je vous laisse choisir entre un ensemble parmi les deux suivants. 1, 2, 3, 4 et 5 ou 6. Vous lancez ensuite un dé. Et s'il tombe sur un chiffre de votre ensemble, vous avez gagné. Bien joué à vous. La mise en jeu, elle est simple. C'est votre santé. Vous ne pouvez pas vous soustraire à ce jeu et si vous refusez de jouer, vous avez automatiquement perdu. Dans ce cas-là, que faites-vous? Vous allez sûrement jouer. Quel ensemble choisissez-vous? Probablement le premier, qui vous donne 5 chances sur 6 de réussir. Avant que vous choisissiez, une personne fait irruption. Elle se présente comme étant Paul le parieur, expert en probabilité, et vous dit que vous devriez choisir l'ensemble 2. Allez-vous écouter Paul? Je vous laisse réfléchir. Bon, je pense que la plupart d'entre vous vont refuser, à raison de l'écouter, car il n'a apporté aucun argument valable. Vous, ce que vous désirez, c'est optimiser vos chances, on est d'accord. Et vous savez que 5 chances sur 6, c'est mieux qu'une seule chance sur 6.
Vous êtes sur le point d'annoncer votre choix quand entre une nouvelle personne, se présentant comme Stéphane le scientifique et disant avoir suivi 1000 lancers de dés. Il est formel. 90% des lancers tombent sur le 6. Le dé est truqué. Bon, en vrai, est-ce que vous allez écouter Stéphane? Je vous laisse encore une fois le temps de répondre. Et logiquement, je pense que la plupart vont dire oui, car il vous apporte des preuves suffisamment solides et vous permettent d'optimiser vos chances. Est-ce que Paul le parieur avait raison, du coup? D'un côté, son résultat, oui, il était bon, mais d'un autre côté, il ne semblait pas avoir les preuves nécessaires pour affirmer ce qu'il disait. Il avait donc raison pour les mauvaises raisons. Dans un monde dans lequel on aurait un dé qui n'était pas truqué, il vous aurait sûrement dit pareil, auquel cas il aurait diminué vos chances. Là où Stéphane, lui, il serait arrivé, il aurait fait, écoutez, la plupart du temps, ça tombe sur l'ensemble 1, parce qu'il se base sur des données factuelles. Eh bien ce jeu, c'est plus ou moins ce que vous faites lorsque vous suivez un parcours de soins. Vous avez le choix entre des soins se basant sur des données scientifiques, qui ne sont certes pas parfaites, mais permettent d'optimiser vos chances. En fait même, tout le principe de l'utilisation de la science en médecine, c'est justement d'optimiser ses chances. Car il y a de la variabilité biologique, donc en fait on est obligé de faire au mieux. On peut pas faire parfaitement. Et donc vous avez le choix entre ça, ou des soins non reconnus scientifiquement, dont on n'a donc aucune preuve d'efficacité. Or certes, on apprend parfois que le modèle n'était pas valide, et que le dé était truqué, mais plus on accumule de données, plus on y voit clair. Or, ceux se basant au hasard sur l'un des deux choix continuent à jamais d'être aveugles. Une affirmation scientifique est donc préférable. Et si la personne n'arrive pas à convaincre la communauté scientifique, c'est sûrement qu'il manque de preuves en fait. On pourrait ici parler des 3 premières études de Raoult sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour lutter contre la Covid. On ne pouvait rien tirer de ces études, et la communauté scientifique, n'en a rien tiré. C'est pas pour autant que la communauté scientifique est parfaite, loin de là. Après, en 2021, d'autres études ont démontré l'inefficacité de cette molécule dans le traitement de la Covid-19. Et c'est en 2023 que Raoult réagit avec une nouvelle étude. Chaillot nous présente donc cette étude parue en 2023. Et comme vous le constatez sur l'extrait, retiré depuis. C'est littéralement marqué en gros. Elle a laissé place à une nouvelle étude, parue fin 2023, et vu la date de sortie de la vidéo de Chaillot, cette nouvelle étude était peut-être déjà parue. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas l'air de le déranger de parler d'une étude retirée. Bon, contrairement à lui, on est sérieux, on prendra donc la dernière version de l'étude. Alors Chaillot, avant que nous analysions l'étude, qu'en penses-tu ? Qu'on ne se méprenne pas, je ne suis pas en train de faire la promotion de la molécule hydroxychloroquine. Ce n'est pas un poison comme le prétend le torchon que nous venons de voir, il ne fait aucun doute qu'il existe une dose toxique, voire mortelle de ce produit, comme tous les autres médicaments. L'IHU de Marseille a diffusé en préprint les résultats d'une étude réalisée à partir des données de 30 423 patients. Elle montre un risque 2 fois moindre de mourir pour les patients de l'étude ayant reçu hydroxychloroquine que pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Le point principal qui réfute toute preuve d'efficacité de l'hydroxychloroquine dans ce contexte, c'est la définition prise pour Covid-19. Les données incluses étaient celles de patients âgés de 18 ans ou plus, atteints d'un Covid-19 prouvé par PCR, quels que soient les symptômes, asymptomatiques ou symptomatiques. C'est bien simple, il n'y a pas le moindre rapport entre le fait d'être malade et les résultats de tests. Toutes les études, même de bonne foi, font cet amalgame. L'étude confirme que l'hydroxychloroquine n'est pas un poison, mais n'apporte aucun indice d'amélioration de l'état du patient. Cette étude de l'IHU n'a jamais été attaquée par les covidistes sous cet angle, puisqu'ils utilisent à outrance le même biais. Et dénoncer l'incohérence des tests fait tomber toutes les mesures imposées à la population et toute la politique de vaccination. Bien, alors, sans transition, le protocole de l'étude est le suivant. On prend des données de patients ayant suivi un parcours de soins classique et on fait des analyses statistiques dessus. Cela signifie quoi ? Ça signifie qu'en étant traité à l'IHU Méditerranée Infection, très prompt à utiliser l'HCQ, il y a de fortes chances que tout patient n'ayant pas une contre-indication à la molécule soit envoyé dans ce groupe, celui avec l'HCQ. Cette hypothèse se confirme lorsque l'on regarde le nombre de patients dans chaque groupe. Plus de 75% des patients sont dans le groupe avec HCQ. Or, il se trouve que des contre-indications sont des symptômes Covid. En somme, on a donc un groupe avec HCQ qui a des Covid légers. A l'inverse, l'autre groupe avec des contre-indications et donc des formes plus graves de Covid. Cela invalide toute l'étude
et je pèse mes mots. La différence de mortalité observée s'explique mieux par la gravité des symptômes que par l'emploi d'une molécule semblant jusqu'à présent inefficace. Car oui, on l'a dit, les études précédentes avec un niveau de preuve plus élevé ne permettaient pas de démontrer une efficacité. On voit ici qu'ils n'ont pas pris en compte l'état de l'art, et il n'y a qu'un pas à faire pour y voir une démarche de protection de leurs croyances. Pas que je vous laisse libre de franchir ou non. Pour en revenir à la gravité des symptômes Covid, j'ai voulu m'assurer d'une potentielle différence. J'ai donc regardé 2 facteurs pouvant influencer la gravité des symptômes, l'âge et le variant. Surprise, surprise, les personnes dans le groupe sans HCQ, donc le groupe qui meurt plus, sont plus âgées, et ont un variant en plus de ça plus dangereux. Le variant Marseille 4, étant désigné comme le plus dangereux par le dernier auteur de l'article lui-même, je ne les prends donc pas en traître. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est l'angle d'attaque de l'étude que Chaillot nous propose. Pour résumer, l'HCQ n'a pas démontré son efficacité, certes, mais les critiques ne blâment pas les tests alors qu'on devrait le blâmer. Bon, alors, en effet, l'étude prend uniquement des gens positifs aux tests, indépendamment de la gravité des symptômes, mais ça, c'est pas la faute des tests. Les tests, en fait, ils sont uniquement là pour rendre compte de la circulation du virus dans le territoire. C'est juste la méthodologie désastreuse de l'étude qui est responsable de cette erreur. Je ne sais pas si les critiques de l'étude ont relevé ce point ou non. Dans tous les cas, ce n'était pas le plus grave. Le vrai problème, c'est que l'on ne peut rien conclure de l'étude. Mais l'air de rien, avec ce reproche, Chaillot donne l'illusion, involontairement j'espère, que les 2 positions, pour et contre, se valent. Sans admettre pour autant qu'il avait tort en 2020. Il devrait conclure que l'HCQ n'est donc pas efficace, car après 3 ans d'études, aucune efficacité démontrée, c'est compliqué. Pourtant, Chaillot ne le fait pas. Voilà pourquoi il ne faut pas faire confiance à Chaillot et qu'il faut vérifier avant de partager ce qu'il dit. Exposez-vous à ses arguments, regardez ses vidéos si vous le voulez, mais par pitié, vérifiez. Et en fait, ne le faites pas seulement avec Chaillot, faites-le aussi avec moi, faites-le avec Orion Code, avec la tronche en biais, bref, avec tout le monde. Vérifiez constamment lorsque le sujet est important. Par exemple, malgré ces titres, ne croyez pas Péronne sur parole. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à Péronne en dépit de ses titres, me direz-vous? Simplement car un titre ne nous immunise pas face aux erreurs. Il faut donc bien faire la différence entre 2 modes de pensée. Un mode très rapide, automatique, qui utilise des raisonnements qui ne traitent l'information qu'en surface. Et l'autre mode, qui demande plus de temps et davantage de ressources cognitives. En action, le premier mode se dit c'est un expert, on peut lui faire confiance. Le deuxième mode se dit ouais, mais voyons quand même ses arguments. Vu les prétentions de Chaillot, apporter des preuves rigoureuses et émettre des affirmations fiables. J'estime qu'il doit user du deuxième système, non? Moi-même, je le fais sur chacune des affirmations présentes en vidéo. C'est donc pas quelque chose d'inaccessible. Si l'on commence un peu à se renseigner sur Péronne, on constate un désaccord entre lui et la communauté scientifique sur la maladie de Lyme. Maladie qui serait due, selon lui, à des tiques génétiquement modifiés. Par la suite, il fait une intervention dans Hold Up, documentaire décrié par tous, même Douste Blazy qui a participé a très vite pris ses distances. On y voit notamment Orion Code, dont on a déjà parlé dans une vidéo. En clair, c'était un véritable regroupement de gens qui finiront par se tromper encore et toujours sur la crise sanitaire. C'est un indice d'une prise de position à l'encontre du consensus. Évidemment, Péronne n'est pas différent des autres, puisqu'il soutiendra l'HCQ. On notera d'ailleurs la défense de son avocat. Si mon client ne peut pas s'exprimer sur le sujet, qui le peut? Une défense orientée sur les titres du monsieur et non sur des preuves. Et moi j'ai envie de répondre, c'est justement car il fait figure d'autorité qu'il devrait relayer des affirmations fiables, et non pas nous balancer son avis. Son avis d'expert qui a une plus grande valeur aux yeux du public que l'avis d'un random. C'est pour ça qu'il doit faire son boulot. Et là intervient Chaillot qui répète sans vérifier ce que lui a dit Péronne. 2 études dont le professeur Péronne a montré dans une lettre au New England Medical Journal que les très fortes doses d'hydroxychloroquine utilisées étaient potentiellement toxiques. Et qu'on avait déjà démenti 1 an auparavant dans ma vidéo sur Random Code. Les auteurs de l'étude Recovery ont mis une dose élevée afin de s'assurer de pouvoir constater le moindre effet. En fait, la dose administrée une fois est inférieure à la dose considérée comme dangereuse déjà, et concernant l'ensemble des doses, oui, ils sont à la limite de ce qui pourrait être fait. Ils se sont en fait basés sur des modes de fonctionnement de l'HCQ contre le SARS-CoV-2,
qui est le virus responsable de la maladie, ainsi que sur des modèles in vitro. En clair, c'est une dose qui est tout à fait justifiée. Ils ont pas sorti ça de nulle part et ils ont pas fait haha, on va démolir la sécu. Non. Pour conclure cette vidéo, je tiens à attirer votre attention sur la conclusion de la vidéo enquête. Si je la résumais, je dirais que Chaillot pêche sur 3 grands points. Premièrement, son manque de compétences en médecine. Ici, ça se voit particulièrement bien avec ses propos sur l'HCQ. Il ne comprend pas pourquoi certains points sont critiqués et non d'autres, notamment avec la prise en charge des patients positifs mais asymptomatiques de l'étude de Raoult, comme expliqué précédemment. Deuxièmement, la vérification parcellaire et orientée. On parle évidemment de l'étude de 2023 ici. On l'a déjà vu, il y avait plus important à critiquer. Mais cette erreur lui permet en réalité de remettre à égalité les contradicteurs et Raoult. On a aussi l'exemple qu'est de prendre Pierre Chaillot débunké au sens littéral, et non comme étant un abus de langage. Ou alors on pourrait encore parler de l'extrait qu'il critique sans le comprendre, disant presque l'inverse de ce que dit l'extrait. Cela lui permet de faire passer ses contradicteurs pour des censeurs sans argument, comme on l'a vu dans ma première vidéo. Alors, j'espère que c'est pas volontaire, mais en tout cas, ça lui permet de créer l'immunisation à la critique, le 3e point de cette conclusion. Dans les 2 vidéos, son introduction tourne autour du fait que des personnes souhaitent en faire taire d'autres. Il place directement le récit des méchants fact-checkers face aux valeureux chercheurs de vérité, évitant ainsi d'avoir à répondre d'égal à égal. Je pense que le meilleur passage pour illustrer cela, c'est le passage des lapins crétins. Oui, je vous l'ai pas encore diffusé, c'est normal. C'était pour pas orienter trop votre jugement au début. On a encore d'hospitalisation Covid un petit peu, et on a encore une surcharge qui est liée à ça. Dans une période où on a eu un confinement et on a essayé à ce qu'il n'y ait pas la saturation hospitalière. C'est-à-dire qu'on a fait le confinement pour réduire les infections. On a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas la saturation. Abaisser la courbe. C'est ça, le fameux aplatir la courbe. Et on a quand même ça. C'est-à-dire que malgré... Bon alors là, il nous explique qu'on a saturation de l'hôpital à cause du Covid parce que on a un petit peu de Covid. Donc c'est un petit peu de Covid qui sature complètement l'hôpital. Et puis on a un hôpital complètement saturé parce que on a confiné. Donc grâce au confinement, on a un hôpital saturé du Covid. Ah, les tests PCR. Ah, ça c'est fabuleux ça aussi. Qui a eu un déferlement de malades, Ah oui, 107, ouais. Ah oui, c'est là où il fait la différence entre un malade ou un cas positif. En fait, il comprend juste pas que ça c'est un test PCR. En fait, c'est un outil pour de lui, surveillance. si je fais moi ma vulgarisation, parce qu'il a fait des vidéos pour les gens qui sont pas spécialistes de la santé comme moi, parce qu'il n'est pas non plus. Il y a plus de cas chez les non-vaccinés, simplement parce qu'ils se testent plus, parce qu'ils sont non-vaccinés, qu'ils étaient obligés, parce qu'on a mis le pass sanitaire, etc. Et c'est la seule raison pour laquelle on voit des différences. C'est pas absurde comme argument. Il est vrai que les non-vaccinés devaient pas faire plus de tests à une certaine époque. C'est pas non plus la réalité, parce que des gens qui de toute façon étaient contre la vaccination et qui pensaient que le virus n'existait pas ne se testaient pas. À l'inverse, des gens vaccinés qui étaient plus consciencieux de leur santé. On va pas continuer comme ça pendant 1 heure, on va plutôt se servir du travail de Barbarian qui sur Twitter s'est infligé la totalité de la vidéo de la tranche en biais pour en extraire un ensemble de capsules significatives sur lesquelles il a rajouté un public. Et tout de suite, quand il ne sent plus seul, cela révèle d'autant mieux le ridicule de nos 3 protagonistes. Mais n'importe lequel des fact-checkers qui prendrait son interlocuteur de haut comme ça serait très vite vu comme problématique, je pense. Le domaine du fact-checker, c'est les faits, c'est pas le « Oh mais qu'est-ce qu'il est nul !» Je vous dirais bien de ne pas regarder les vidéos de Chaillot, car il y a ce risque d'être orienté dès le début. Mais en vérité, vous faites ce que vous voulez. Même si vous voulez le croire, grand bien vous fasse. Moi, mon rôle, c'est juste de vous montrer que les faits ne vont pas dans son sens et que sa méthode n'est pas fiable. Si vous le reconnaissez et que vous arrêtez de forcer autant sur le fait qu'il est statisticien et rigoureux, dans ce cas-là, j'ai absolument aucun problème avec vous en fait. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous avez besoin de quelques précisions que ce soit, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça. Vous êtes donc les bienvenus, sauf si vous venez insulter ou affirmer en vous basant sur votre simple intuition que vous avez raison. Ici on fait du fact-checking, on se base donc sur des faits. Merci beaucoup d'avoir regardé cette 2e vidéo et cette dernière vidéo sur Chaillot, sur ce CT Cube. Bye.